Je reprends la lecture du texte tiré du livre 2 de la République de Platon, qui est un texte qui reprend les propos d'un homme qui s'appelle Glaucon, adversaire de Socrate dans ce dialogue, et qui explique que nul n'est juste volontairement, c'est parce qu'on est soumis à la loi qu'on est obligé d'être juste. Maintenant que ceux qui la pratiquent, la justice, et agissent par impuissance de commettre l'injustice, c'est ce que nous sentirons particulièrement si nous faisons la supposition suivante. Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire laissons-les libres, permettons-leur de faire ce qu'ils veulent. Suivons-les et regardons où l'un et l'autre les mène le désir. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, toujours poussé par le besoin de l'emporter sur les autres. C'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que par la loi et par force, on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'il recevait ce pouvoir qu'eut jadis, dit-on, l'ancêtre de Gygès le Lydien. Cet homme était berger, au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, le sol se fendit, et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit, et, entre autres merveilles que la fable énumère, il y vit un cheval d'airain creux, percé de petites portes. S'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, semblait-il, que celle d'un homme. Pour ceux qui ont vu Alien, c'est exactement la même chose. Et qui avait à la main un anneau d'or dont il s'empara. Puis il partit sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers, qui se tenait chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se tend au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main. Aussitôt, il devint invisible à ses voisins, qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Étonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors, et ce faisant, redevint invisible. S'étant rendu compte de cela, il répéta l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir. Le même prodige se reproduisit. En tournant le chaton en dedans, il devenait invisible, en dehors, visible. Dès qu'il fut sûr de son fait, il fit en sorte d'être au nombre des messagers qui se rendaient auprès du roi. Arrivé au palais, il séduisit la reine, en gros il l'a violée, complota avec elle la mort du roi, le tua et obtint ainsi le pouvoir. Si donc il existait deux anneaux de cette sorte, et que le juste reçut l'un, l'injuste l'autre, aucun, pense-t-on, ne serait de nature assez vertueuse pour persévérer dans la justice et pour avoir le courage de ne pas toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait prendre sans crainte ce qu'il voudrait sur l'agora, c'est-à-dire la place du marché, s'introduire dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres, et faire tout à son gré, devenu l'égal d'un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, rien ne le distinguerait du méchant. Ils tendraient tous les deux vers le même but, et l'on citerait cela comme une grande preuve que personne n'est juste volontairement, mais par contrainte, la justice n'étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. C'est tellement vrai. Tout homme, en effet, pense que l'injustice est individuellement plus profitable que la justice. Quelle est la thèse de Glaucon? Et à mon avis, une thèse qui est pertinente. La thèse de Glaucon, c'est de dire que personne n'est juste par lui-même. S'il n'y avait pas la loi pour nous forcer à ne pas être injuste, nous serions tous injustes. Même les meilleurs d'entre nous, comme dirait Chirac, même les meilleurs d'entre nous n'hésiteraient pas à agir de manière injuste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? 100%. Autrement dit, il y a un criminologue qui s'appelle Xavier Hofer qui dit les criminels sont des âmes simples, tant qu'on ne les arrête pas, ils continuent. Mais c'est vrai pour tous les hommes en fait.
pour tous les êtres humains. S'il n'y avait pas la loi pour empêcher les hommes de ne pas être injustes, s'il n'y avait pas non plus la terreur qu'inspire, que devrait inspirer la loi pour faire rentrer dans le rang tous les êtres humains, alors tout le monde agirait de manière injuste, même, même les individus doués naturellement du maximum d'empathie, du maximum de générosité, etc., etc. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bien euh, naturel, ou plutôt le bien naturel qu'on recherche tous, c'est notre avantage, c'est notre intérêt. Et si on pouvait être certain qu'on pouvait capter tout ce qu'on veut, qu'on pouvait s'emparer de tout ce qu'on veut sans subir de conséquences néfastes, eh bien, on finirait par le faire, tous. C'est une thèse ancienne, ça consiste à dire que le pouvoir absolu corrompt absolument. Si on confie à un saint un pouvoir absolu, ce pouvoir finira par le corrompre. Qui lit un peu de comics? Ouais. Vous avez tout le cycle Injustice de Superman. Et en fait, c'est peut-être le seul comics vraiment réaliste. Bah voilà. Mais en fait, c'est parce que ça parle du monde réel. C'est-à-dire que si Superman existait réellement, on aurait tous intérêt à se planquer. Ça serait vraiment pas une très très bonne nouvelle pour nous parce que un type qui est surpuissant, même si c'est le type le plus sympa du monde, il finirait par écraser tout le monde. Tout simplement parce qu'il le peut, en fait. Oui. Bah, c'est surtout le concept. C'est un truc qu'on voit dans ce film à un moment. C'est si jamais on tue, comment elle s'appelle, Loïs. Ouais. Si jamais on la tue, il n'y aura plus rien qui le rattachera à l'humanité et il finira par écraser tout le monde. Il finira par écraser tout le monde. Bah ouais, en fait. On peut confier le pouvoir absolu, le pouvoir politique absolu au meilleur des hommes. Euh, bon, il finira par se comporter comme un tyran. Parce qu'il le peut. Et parce que aucun être humain, même le meilleur, n'est suffisamment vertueux, c'est-à-dire suffisamment fort pour résister à la tentation que procure le pouvoir absolu. Et je pense que c'est très vrai. Je pense que c'est très vrai. Euh, c'est pas forcé? C'est pas vrai. C'est qui? Itachi. Qui est Itachi? C'est un personnage. Ok, c'est un personnage de manga qui a un sein, en gros. C'est ça? C'est un saint. Il a tué toute sa famille pour protéger son village. Est-ce que vous vous rendez à quel point il a tué? Ouais, effectivement. Il aurait pu se tuer aussi à ce moment-là. Mais ah, bah, alors, il va falloir m'expliquer ça. Vous m'expliquerez ça une autre fois quand ça sera pas filmé. Je vais pas faire court sur Itachi. Non, je regarde pas Naruto. Non. C'est un personnage de Naruto? Ah, d'accord. Alors, en fait, oui, à moins d'envisager qu'on est un saint, et un saint absolu, et je pense que s'il existe des saints, c'est quand même la minorité de la minorité de l'espèce humaine, à moins d'être un saint, en fait, on peut mettre le type le mieux disposé par la nature et la pire des ordures l'un à côté de l'autre. Si on leur donne le même pouvoir, ils finiront par se ressembler. Ok. C'est ce que j'avais dit au cours précédent. Vous confiez l'anneau à une pourriture comme Sméagol, il devient Gollum, mais vous laissez l'anneau en possession de Bilbo, euh, il finira par ressembler à Gollum aussi. D'ailleurs, il faut vraiment lui arracher l'anneau pour qu'il finisse par y renoncer. Ouais, Marwan.
La ferme des animaux ou 84 1904. La ferme des animaux. Bah, c'est pareil, à la fin, quand les cochons prennent le pouvoir, ils deviennent comme les humains. Oui, tout à fait. Quiconque prend le pouvoir de manière absolue finit par ressembler à ceux qu'il critiquait, à ceux qu'il voulait renverser. Il y a, c'est un petit peu l'histoire de tous les révolutionnaires bien intentionnés, si vous voulez, qui renversent le. Enfin, ouais. Robespierre, il n'a pas eu le pouvoir suffisamment longtemps pour qu'il soit vraiment. On voit les effets de long terme d'un pouvoir qui aurait pu être absolu sur la Convention et sur lui, en l'occurrence. Mais je pense que il y a deux types de gens qui entrent en politique, ceux qui sont faits pour ça et qui sont des psychopathes et qui vont rester des psychopathes, et ceux qui finissent par devenir des psychopathes ou qui sont broyés et qui finissent par renoncer. Euh, Il y a des gens qui sont des pourritures et d'autres qui le deviennent. Il y a un très bon film avec Robert Redford jeune qui s'appelle Voter McKay. Et donc Robert Redford joue un jeune démocrate en Californie qui est un petit peu écolo, qui est très sympa, qui aime sa femme, qui est sincère dans tout ce qu'il dit. Et en fait, il va séduire les démocrates, l'état-major, parce qu'il est authentique, parce qu'il fait vrai. Ok. Tous les communicants disent que ce qu'il faut, c'est avoir l'air sincère. Et en fait, le principe même de la communication, c'est d'avoir l'air sincère sans l'être vraiment. Et le Parti démocrate va mettre la main sur Robert Redford. Ils vont lui apprendre un certain nombre de formules, un certain nombre de tournures. Ils vont lui dire en gros de ne plus rien dire de ce qu'il pense vraiment. Et à la fin, c'est réussi, c'est-à-dire qu'il ne pense plus rien. On a pris le meilleur des hommes, on lui a confié du pouvoir, et on lui a promis le pouvoir, et à la fin, euh, c'est une raclure comme les autres. C'est assez beau, enfin, le film est beau et triste, en fait. Parce qu'on se dit, bah voilà, on peut prendre un type et le broyer. Et le meilleur des types, on peut le broyer, il suffit de lui promettre le pouvoir. Ouais. Du coup, en fait, c'est pas lui qui contrôle le pouvoir, c'est le pouvoir qui nous contrôle. Bah surtout, il faut comprendre l'influence que peut avoir le pouvoir sur nous. Si on l'a, en fait, on n'est pas en situation de maîtrise, loin de là. Euh, un pouvoir absolu, ça ne veut pas dire une maîtrise absolue de ce qu'on veut faire. Cela veut dire qu'on va faire le pire, systématiquement le pire. Ok. Ça devrait vous rappeler la thèse d'un auteur qu'on a déjà vu. Ouais. Forcier avec même, c'est. Comment il s'appelle déjà? Non, 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 non. Sartre. Le premier, pour Hobbes. Et ben voilà, ouais, pour Hobbes. Marwan se souvient, ça réveille des traumatismes. Effectivement, Hobbes est celui qui dit que sans la loi, sans un État terrible pour imposer le respect aux êtres humains, nul n'est juste, en fait. Il n'y a pas de justice sans loi. C'est exactement ce que dit Glaucon. Ça va? Ok. Alors, petite synthèse là-dessus. Petite synthèse, donc c'est le grand 2. Peut-il y avoir une justice sans loi? Grand 2, peut-il y avoir une justice sans loi? Donc, dans le livre 2 de la République, dans le livre 2 de la République, Socrate dans le livre 2 de la République, Socrate soutient que l'injuste,
c'est-à-dire l'être humain injuste, que l'injuste agit toujours involontairement. Si l'on est injuste, c'est parce qu'on ignore ce qu'est la justice, qu'on en a une conception fausse. Alors évidemment, rire patriarcal de Glaucon. Glaucon va défendre la position contraire. Glaucon va défendre la position contraire. Ouais. C'est qu'on ignore ce qu'est la justice. Donc, pour Socrate, si l'on est injuste, c'est parce qu'on ignore ce qu'est la justice. Donc, évidemment, Glaucon se marre, parce que pour Glaucon, nul n'est juste volontairement. Socrate dit nul n'est injuste volontairement. Glaucon va dire, et à mon avis, il est peut-être un peu plus proche de la vérité que Socrate sur ce coup, nul n'est juste volontairement. Oui. Glaucon. Donc, pour Glaucon, si l'on n'est pas injuste, c'est parce qu'on y est forcé par la loi. Sans... je sais plus ce que j'ai dit. C'est parce qu'on y est forcé par la loi. Si l'on n'est pas injuste, c'est parce qu'on y est forcé par la loi. Autrement dit, sans justice. Quelle discrétion, Marouane. Sans justice et sans loi, personne ne serait juste de lui-même. Surtout si chacun pouvait agir comme bon lui semble. Sans en subir les conséquences. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Glaucon va raconter le mythe de Gygès. C'est le type qui trouve l'anneau. Maton. Glaucon va raconter le mythe de Gygès. Oui. G-Y-G-E accent grave S. Le mythe de Gygès. Un homme qui va trouver un anneau d'invisibilité
et qui va finir par l'utiliser pour séduire la reine, tuer le roi et prendre le pouvoir. Qui va l'utiliser pour séduire la reine, tuer le roi et prendre le pouvoir. Alors qu'il était un homme bon au départ, alors qu'il était un homme bon au départ. Hmm. Depuis quel point? Alors qu'il était un homme bon au départ. Ouais. Ah non, non. Mais il n'est pas sympa, le roi. Et Gigès ne sera pas sympa non plus. C'est-à-dire que, en plus, il aura encore plus de pouvoir que le roi précédent, qui s'appelle Candole. Vous irez voir sur Internet pourquoi il s'appelle comme ça là. Ça pourrait vous intéresser, surtout vous, messieurs. Ouais, Henri-Georges. Bah, c'est un petit peu ce que dirait Glaucon, c'est-à-dire que plus on confie de pouvoir à des gens, plus ils vont avoir tendance à en abuser. C'est aussi simple que ça. Bah, déjà, oui, effectivement, on finit par être renversé, mais surtout, le pouvoir absolu corrompt. Absolument. Pour Glaucon, ce que nous appelons justice, pour Glaucon, ce que nous appelons justice, est un compromis. Ce que nous appelons justice est un compromis entre le plus grand des biens qui serait de pouvoir commettre l'injustice sans être puni, le plus grand des biens qui serait de commettre l'injustice sans être puni, et le plus grand des maux, j'arrive tout de suite, le plus grand des maux, j'arrive tout de suite Marwan. Non, justement, je vais répondre. Je vais finir votre phrase. Oui, Serait de subir l'injustice impunie. c'est ça. Et le plus grand des maux qui serait de subir l'injustice sans pouvoir se venger. Alors, la justice va donc consister à venger ceux qui ne pouvaient pas le faire. Alors c'est intéressant parce que Glaucon fait un lien entre la justice et la vengeance. Il dit, au fond, euh, la justice, c'est la vengeance de la société, c'est la prise en charge par la société du besoin de vengeance des individus. Et effectivement, c'est le cas historiquement. C'est-à-dire que l'institution de justice, ça a consisté à confisquer le pouvoir que chacun d'entre nous avait de se venger et de le confier à une autorité centrale, à un juge, okay, à un roi juge le plus souvent. Et surtout, ce que dit Glaucon, c'est que sans
une institution judiciaire qui tienne à peu près la route, le la société s'effondrerait, quoi. C'est-à-dire que si la justice ne s'applique pas avec suffisamment de force, eh bien, si la justice renonce d'une certaine manière à son pouvoir, eh bien, plus personne ne craint d'être injuste. Plus personne ne craint de commettre l'injustice. J'ai lu encore une fois des trucs totalement atterrants. Euh, c'est tout le temps la même chose en plus. Si vous voulez, c'est à sens unique. Article que je... euh, voilà. Condamné pour agression sexuelle sur une élève de 13 ans, le prof de judo continue d'entraîner des jeunes judokas pendant plus de 12 ans. Voilà. Euh, ouais, enfin, il n'y a pas que. Ta, ta, ta. La Courneuve, des jeunes qui avaient tiré au mortier d'artifice en plein RER sont condamnés à une convocation pour rappel à la loi devant le délégué de la procureure de Bobigny, avec stage de citoyenneté, s'il vous plaît, pour le majeur, et mesure de réparation pénale pour le mineur. Ouais, c'est cool. C'est vrai que ça fait trembler tout le monde. Effectivement. Dans ces conditions, pourquoi ne pas se rechercher le plus grand des biens, qui est de pouvoir commettre l'injustice sans être puni. Si la justice renonce à punir, hein. Ouais. Est-ce qu'ils étaient arabes? Alors ça, j'en sais rien. Parce que je pense que s'ils étaient arabes, ça aurait été la même. Non, non, ouais, attends. C'est la Courneuve, hein. C'était pas des scouts d'Europe. On est plus lourdement condamné par la police que pas par la justice. La justice, c'est la même. Ouais, la justice, oui. Mais ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui des arabes du Nord. Ah, ça On va pas parler de ça ici. Je vous le confirme. J'ai l'impression d'être à l'heure des pros sur CNews avec Pascal Pro. Il faut regarder ça. C'est un grand moment de télévision, ça. Le droit peut-il toujours être juste? Troisième partie, grand 3. Et alors là, Marwan va péter un câble puisqu'on va retrouver notre ami Hobbes, exactement, Thomas Hobbes. Grand 3, le droit peut-il toujours être juste? Alors, on va revenir à nos premières amours, c'est-à-dire à Thomas Hobbes et au Léviathan. Et Hobbes va expliquer la différence entre ce que c'est qu'une loi juste et ce que c'est qu'une loi bonne. Ce que c'est qu'une bonne loi et ce que c'est qu'une loi juste. Alors, je lis le texte et je le commente. Je pense que ça va susciter des réactions. C'est au souverain qu'appartient le soin de faire de bonnes lois. Mais qu'est-ce qu'une bonne loi? Par bonne loi, je n'entends pas une loi juste, car, normalement c'est là que vous réagissez, aucune loi ne peut être injuste. Aucune loi ne peut être injuste. Voilà, Marwan réagit déjà. La loi, je finis le paragraphe. La loi est faite par le pouvoir souverain, et tout ce qui est fait par ce pouvoir est autorisé et reconnu comme sien par chaque membre du peuple. Et ce qui arrivera de cette façon à tout homme, personne ne peut le dire injuste. Il en est des lois de la République comme des lois des jeux. Tout ce sur quoi les joueurs s'accordent tous n'est injustice pour aucun. Une bonne loi est celle qui est nécessaire pour le bien du peuple et en même temps claire. Marwan. Pour lui, il est persuadé qu'aucune loi n'est injuste. Oui. Puis-je raconter mon expérience personnelle? Allez-y, Marwan. Tant que ça ne déborde pas du cadre légal. Alors, personnellement, quand j'étais en seconde, j'ai trouvé un couteau par terre devant le lycée que je fréquentais à ce moment-là. Ouais. Je l'ai ramassé parce que je pensais que ça représentait un danger, tandis que c'était un collège-lycée. Ouais. Et au lieu de l'emmener directement au directeur, je l'ai montré à mes amis. Chose que je devais faire parce que quelqu'un a balancé. Comme c'était une école catholique remplie de petites personnes de couleur super blanche et très très sensibles,
eh bien, j'ai été convoqué par le directeur pour apologie du terrorisme, qui m'a dit lui-même qu'un arabe avec un couteau, c'était du terrorisme islamiste dans une école. J'ai reçu un signalement à la police, donc j'ai été victime de racisme, d'islamophobie. Ce directeur exerce toujours, et moi j'attends encore mon jugement. Est-ce que la loi est Vous juste? attendez votre jugement, sans rigoler. Non, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, il y a une convocation judiciaire et vous êtes en attente d'un procès. Je suis en attente. Ah d'accord. Ça fait 3 ans maintenant. Mais voilà, je sais même pas ce que je fais là. Est-ce que la loi était juste? Là, Euh, Est-ce que la loi est injuste? C'est plutôt ça la question. C'est-à-dire que il faut bien distinguer, Marwan, entre la manière dont la loi est appliquée et la loi. La loi qui condamne l'apologie pour acte terroriste, elle n'est pas injuste. Et en fait, c'est même pas l'argument de Hobbes. L'argument de Hobbes, c'est à partir du moment où c'est la loi, elle peut pas être injuste. Elle peut pas être injuste précisément parce que vous reconnaissez l'autorité de la loi et c'est tout. Et si vous ne la reconnaissez pas, alors vous n'êtes pas un citoyen de ce pays. C'est aussi simple que ça. Ou simplement, vous n'êtes même pas un résident de ce pays pour Hobbes. En aucun cas, je n'ai en aucun cas subi une injustice là-bas. Vous avez subi une injustice, mais ce n'est certainement pas le fait de la loi. Vous comprenez? C'est entre la manière dont la loi peut être appliquée et, ou interprétée, ou simplement entre la manière dont le fait, parce que là c'est plutôt ça, entre la manière dont le fait, l'événement peut être interprété et la manière dont la loi est reconnue par les citoyens, il y a un gouffre, il y a une grande distance si vous voulez. C'est pas du tout la même chose. Et monsieur, pour des raisons légales, je rigolais sur la fin de l'histoire. Ouais, sinon j'allais demander un garde du corps, hein, j'ai trop peur. Non, moi, traiter de terroriste islamiste, c'est pas les choses. D'accord, ok. Mais, Marwan, maintenant vous savez ce qu'il faut faire quand vous trouvez un couteau. Oui, non, mais maintenant, je le ramasse même pas, je le regarde même plus, ça y est. Bah ouais. Non, sérieusement, hein. À la limite, vous le prenez en photo et vous appelez les flics. Non, mais le montrer à vos copains, vous pouviez vous douter que c'était pas la meilleure chose à faire. Je m'attendais pas à ce que Jonathan, 14 ans, voit un arabe avec un couteau. Il se cache dans le directeur. Non, mais c'est surtout, je pense pas, si tu mets des enfants digitales dessus, si ça vraiment servi comme une arme, bah, ça enlève les enfants. C'est pas bête ce qu'elle dit, Olympe. Si le couteau a servi dans un crime et que vous le ramassez avec vos propres mains, c'était quel genre de couteau? C'était un couteau à cran d'arrêt? Faut vraiment que je mette la vidéo en pause dans ces moments-là. En vrai, c'est vous rapportez, enfin, sincèrement, si vous rapportez ça dans l'enceinte d'un établissement scolaire, c'est game over pour vous parce que c'est interdit, formellement interdit par n'importe quel règlement intérieur. Alors, mais c'est très important de le comprendre parce que souvent dans les dissertations que je donne sur la justice, il est question d'erreur judiciaire. Mais l'erreur judiciaire, c'est pas le fait de la loi, c'est le fait des juges en fait. C'est le fait des policiers et c'est le fait des juges le plus souvent. Ce qui est plus discutable en revanche, et ce qu'il faut discuter, c'est que Hobbes va dire, à partir du moment où c'est légal, c'est juste. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est ça l'argument de Hobbes, parce que il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire que en droit, l'État peut tout me faire à partir du moment où c'est légal, et même à partir du moment où il formule des décrets, l'État peut tout me faire. Rien de ce qu'il fera ne sera injuste. Pourquoi ça pose problème? Il y a des lois qui peuvent être injustes. Enfin,
on a tous cette intuition-là. Alors il va bien falloir comprendre ce que juste signifie pour Hobbes. Ouais. C'est pas juste parce que c'est l'État qui crée les lois. Donc si l'État applique les lois qu'elle crée elle-même, elle peut faire elle peut divaguer. Oui, alors, je vois ce que vous voulez Comme dire. par exemple, Ouais, Augustin? la loi d'interdit De fumer des policiers. de filmer. Ah, j'ai eu peur. De filmer des policiers, ok. C'est une loi qui a été mise en place par le gouvernement. Pour le moment, c'est en discussion. Ouais, en particulier, c'est l'article 24 de cette loi qui... le, il y a effectivement un... Alors, il y a plusieurs problèmes. Premièrement, est-ce que c'est l'État qui fait la loi? Euh, si on prend l'histoire de l'Occident, on va dire, de manière générale, euh, des États démocratiques et vraiment démocratiques, il y en a eu à peine deux dans l'histoire. Il y a eu la Grèce, il y a eu Athènes, pardon, et il y a encore la Suisse. C'est-à-dire des États où c'est véritablement la population qui se prononce sur les lois de manière régulière. Il y a Athènes et la Suisse, c'est-à-dire euh, l'agora, pardon, l'ecclésia à Athènes, où c'était le peuple assemblé qui votait directement les lois, et vous avez ce que les Suisses appellent la votation, et en fait c'est un référendum, souvent à l'échelle d'un canton, puisque c'est une fédération, euh, mais en France, je parle de la France parce que c'est un exemple typique. En France, ce sont des députés de la nation qui rédigent les lois. En réalité, on se rend compte, quand on connaît un petit peu la manière dont les saucisses sont faites, c'est que ce ne sont pas les députés qui rédigent les lois, ce sont des cabinets de conseil juridique qui fournissent les lois clés en main à l'Assemblée nationale. Et souvent, bon, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'intérêts financiers qui sont derrière ces cabinets de conseil juridique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on a l'impression que dans l'intervalle des élections, entre deux élections, le peuple n'a plus qu'à se taire d'une certaine manière, puisqu'il n'a plus aucune prise sur la suite des événements et sur le destin du pays. À cela s'ajoutent maintenant des situations de crise où le gouvernement gouverne par décret, c'est-à-dire par décision, en se passant allègrement de l'avis de l'Assemblée nationale en France. Donc là, on se dit effectivement, l'État fait la loi et elle applique la loi. Il y a un léger problème. Ce problème, normalement, il est réglé par la question de la séparation des pouvoirs. Normalement, l'exécutif et le législatif, c'est pas le même corps. Aux États-Unis, vous pouvez avoir un président des États-Unis républicain et un congrès démocrate. C'est-à-dire que ceux qui font les lois sont les démocrates et ceux qui sont censés les appliquer, c'est une administration républicaine. Okay, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... c'était quoi votre remarque? Effectivement, ceux qui appliquent. Ouais. Hobbes considère que le peuple n'a pas à se prononcer sur les lois. C'est pas un démocrate, Hobbes. C'est plutôt quelqu'un qui considère qu'il faut que la souveraineté soit exercée par un seul individu. C'est un des fondateurs de la pensée de la monarchie absolue, de l'absolutisme. Mais il y a des limites quand même à cela. Ce que va dire Hobbes, c'est qu'on autorise en fait le souverain à agir en notre nom. C'est ça, en fait, la souveraineté. La souveraineté, c'est ce principe qui consiste à déléguer notre liberté naturelle au Léviathan. Vous vous rappelez? C'était le contrat qu'on passe avec l'État, avec le souverain, en fait. Alors, le problème, c'est la comparaison que Hobbes va faire. Est-ce qu'on est d'accord que lorsque je joue au basketball, si je veux jouer au basketball, je dois obéir aux règles du basketball? Comment ça, non?
Oui, enfin, si je veux vraiment jouer au basketball, si je veux vraiment faire un match, il faut que j'obéisse aux règles. Si je veux vraiment jouer au foot, c'est-à-dire avoir un match de foot 11 contre 11 sur un terrain de football, il faut que j'obéisse aux règles. Si je veux jouer au poker, je ne peux pas jouer à la belote. C'est pas la même chose. Ok. Et si je ne veux pas obéir aux règles, alors je ne joue pas, tout simplement. Ou alors ce n'est plus le même jeu. Est-ce que c'est pareil pour les lois? Est-ce que c'est pareil pour les lois? Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas un jeu, c'est-à-dire? C'est la vraie vie, c'est-à-dire? Quelle est la différence entre un jeu et la vraie vie? Alors oui, ça dépend de vos répercussions. Exactement, un jeu, je peux décider de quitter la partie, alors que la vie en société, je ne peux pas. Non, je pensais plutôt à une situation qui est encore valide et possible au temps de Hobbes. J'émigre dans un, sur un territoire où il n'y a pas de loi, et je parle de l'Amérique. Ok. C'est possible pour pouvoir vivre selon des règles qui me conviennent. J'émigre sur un territoire où il n'y a pas de loi, c'est-à-dire que je reviens à l'état de nature. Ok. Bon, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'émigrer dans un pays où absolument régi par aucune loi, une terre vierge? Oui. Oui, ça s'appelle l'Inde. Non, ça s'appellerait plutôt de l'Antarctique, si vous voulez. Et encore. Mais il n'y a plus une parcelle de territoire dans le monde qui échappe au règne des lois. J'arrive vers vous ensuite, mais d'abord vous. C'est pas la même chose parce qu'en soi, dans un jeu, on a le choix de vouloir participer au jeu dans un certain règlement, alors que quand on vit dans un pays, on est obligé d'accepter les lois. Oui, exactement. En plus, on est dans un pays, le plus souvent, on est dans un pays où sont nés nos parents. Autrement dit, on hérite d'une situation qu'on ne choisit pas et qu'on subit. Un endroit qui est encore vierge sur cette terre, enfin pas sur cette terre, mais si plus tard il devait avoir découvert Ouais, bah, c'est assez intéressant parce que maintenant, je ne sais pas si vous regardez The Mandalorian, ou si vous avez regardé une série qui s'appelle The Expanse, mais c'est assez intéressant de voir comment la science-fiction réinvestit le thème du western. Autrement dit, dans l'espace, on retrouve un monde sans frontières, un monde où en fait chacun est libre de se défendre par ses propres forces. C'est typiquement en fait, quand vous regardez The Mandalorian, c'est un western en fait. C'est pas autre chose qu'un western, c'est-à-dire un monde où effectivement il suffit de changer de planète d'une certaine manière pour changer de société et d'en trouver une à notre goût. Ok. À quelle heure ça sonne? Ça devrait pas tarder là. Dans 5 minutes. Alors, euh, petite synthèse du coup, et à la limite, on s'arrêtera quand il faudra s'arrêter. Le problème du concept de justice, le problème du concept de justice, c'est qu'il superpose une dimension morale et un cadre légal. Or, il n'est pas certain que ce qui est légal soit exactement, soit bon. À vrai dire, on peut même être certain que ce n'est pas toujours le cas.
Alors, c'est ce que montre Hobbes dans le Léviathan. Oui, Il y a un ou deux B à Hobbes. il y a deux B. Deux BES. Deux B. Ah, deux P. Non, non, deux B. Hobbes. Avec le masque, c'est vrai que c'est pas évident. Euh, selon lui, si aucune loi ne peut être injuste, toutes les lois ne sont pas bonnes. Si aucune loi ne peut être injuste, toutes les lois ne sont pas bonnes. Et je vous libère généreusement.